6h15, ouverture du kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Axel de Tarlet pour l'Écho, Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Beaucoup de regards sont tournés vers l'Ukraine ce matin. C'est la guerre des nerfs, titre Direct Matin. S'agissant de la rencontre prévue mercredi entre François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine, Libération évoque un sommet pour éviter le pire. En page intérieure de La Croix, il y a comme un sentiment d'urgence, là encore. Une semaine pour tenter de ramener la paix en Europe. Les Échos veulent croire au miracle ce matin. Belle photo à la une. Le quotidien économique titre « La vente du Rafale à l'Égypte entre dans sa dernière ligne droite ». Le Caire veut acheter 24 Rafales et une frégate pour 5 milliards d'euros. Prudent toutefois, le PDG de Dassault Aviation, il affirme quand même que plusieurs étapes restent à franchir. Traduction, c'est pas encore gagné. Et puis il y a aujourd'hui en France qui nous parle transport et sédentarité. Transport avec les auto-écoles, en guerre contre la réforme du permis de conduire. Hélène Zélani nous en parlait tout à l'heure. Et puis en tournant la page, on arrive à la carte de la sédentarité. Le quotidien nous rappelle à notre obligation pour être en bonne santé de faire 10 000 pas par jour. Eh bien on en est loin. Un Français sur 4 fait moins de 4 000 pas par jour. Et le paradoxe, c'est que plus on est jeune, plus on pantoufle. La palme de la paresse revient à la Corse. Et oui, mal classé également le Poitou-Charentes de Julie, le Limousin, la Lorraine et la Bretagne. En revanche, les Franciliens sont de loin les mieux classés devant les Rhône-Alpins. Mais bon, le problème en Ile-de-France n'est pas qu'on marche, mais que l'on court en permanence. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Elle aussi, elle court. Et comme c'est pas tous les jours que les footballeuses françaises font la une, eh bien c'est le premier titre que j'ai choisi. Les Bleus superstars en une du Télégramme après leur succès en amical à Lorient hier contre les États-Unis 2-0. À la une aussi, un week-end d'intempéries dans Vaucluse matin et le Dauphiné libéré. Dans le premier, le vent Mistral dévastateur, 600 interventions dans le département pour les pompiers. Dans le second, les avalanches, 2 morts hier dans les Alpes du Sud. La politique également à l'honneur. Dans la Provence, Manuel Valls qui entame une visite de 2 jours aujourd'hui à Marseille. Manuel Valls qui passera tout à l'heure par les studios d'Europe 1. Il sera l'invité politique à 8h15 de Jean-Pierre Elkabbach. Et dans l'Alsace, la législative partielle du Doubs, le PS, de peu devant le FN. Alors on va continuer à parler politique avec une élection qui n'est pas celle du Doubs. C'est une élection que vous avez vue et qu'on raconte dans le journal du Centre. Élection indécise, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, les élections se suivent et se ressemblent à Clamecy dans la Nièvre. Hier, les habitants étaient appelés à revoter pour les municipales. Et figurez-vous que comme il y a un an, les 2 candidats ne sont séparés que par une seule petite voix. Incroyable. Il y a un an, il y avait une voix d'écart. Une voix d'écart. Et là, il a fallu qu'ils revotent. Et là, ça recommence à l'avantage de la maire sortante, cette voix, on le précise. Le suspense a duré quand même très longtemps hier, jusqu'à 22h30, parce que d'abord, on commençait à évoquer une égalité parfaite entre les 2 candidats. Donc il a fallu recompter. Le scrutin se termine à 18h. Eh bien, le résultat n'est tombé qu'à 22h30. Une petite voix d'avance donc pour la maire sortante et le candidat battu de confier au journal du Centre son dépit. La ville est coupée en 2, dit-il. Ça fait 4 élections qui se suivent et qui se ressemblent. À chaque fois, les résultats sont extrêmement serrés dans cette ville de la Nièvre. On a 2 politiques différentes, dit-il, et une ville coupée en 2. Cette situation ne peut pas durer. Il faut trouver une solution. Et en même temps, la majorité plus une voix, c'est comme ça que ça marche. Exactement. Donc, il y aura peut-être un recours en attendant. C'est-à-dire dans le journal du Centre, c'est exactement. Ça aujourd'hui. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous emmenez aux États-Unis avec un scandale qui touche l'une des vedettes, l'un des journalistes télé les plus célèbres du pays. Oui, il s'appelle Brian Williams et depuis plus de 10 ans, il présentait chaque soir le journal de NBC. J'en parle au passé parce que ce week-end, cette star de l'information a décidé de quitter l'antenne, provisoirement du moins, c'est la version officielle, le temps que la direction de sa chaîne fasse toute la lumière sur une affaire qui fait les grands titres de la presse américaine. Mais c'est quoi cette affaire ? Les faits remontent à 2003, en Irak. À l'époque, Brian Williams est en reportage dans un hélicoptère de l'armée américaine. Et puis la semaine dernière, le présentateur raconte que ce jour-là, l'appareil a été touché par un lance-roquette.
Sauf que c'est faux, c'est un autre hélicoptère qui le précède qui a été visé ce jour-là. Et c'est un vétéran de l'armée américaine qui dénonce la supercherie dans les colonnes du New York Times. Catastrophe, branle-bas de combat. Brian Williams a beau faire des excuses publiques, en direct sur NBC, dans son journal. Il a beau expliquer qu'il a fait une erreur en mélangeant un peu ses souvenirs. C'est quand même peu commun de mélanger ses souvenirs avec une roquette qui tombe sur un hélicoptère. Hein. Il avait l'air presque convaincant l'autre soir, je l'ai regardé. Bref, le mal est fait. Le grand quotidien USA Today l'a mis en première page en estimant que Brian Williams a perdu toute crédibilité. Dur de voir comment le présentateur va survivre comme visage de NBC News, c'est ce qu'on peut dire dans le journal. Et ils disent quoi chez NBC ? La chaîne de télévision enquête en ce moment, et elle enquête sur d'autres reportages de Brian Williams, notamment ceux qu'il avait fait sur l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans. Brian Williams, qui la semaine dernière encore était l'un des journalistes les plus respectés aux États-Unis, il faut le dire, réputé pour sa sobriété, son élégance, son professionnalisme. Difficile de savoir quand même si les Américains le verront encore un jour présenter la grande édition de NBC. Conclusion, le PPDA américain est un mytho. Merci Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlet, le commerce extérieur, c'est un petit peu mieux, nous disent les Échos ce matin, même si la France peine à regagner des parts de marché. Alors exactement, donc le commerce extérieur, c'est ce qu'on vend à l'étranger moins ce qu'on achète. Donc j'ai tous les chiffres, effectivement ça va mieux puisque le déficit s'est réduit, il est passé de 61 à 54. Il y a une raison toute bête, c'est le pétrole qui coûte beaucoup moins cher, donc forcément, ce qu'on achète à l'Arabie, au Qatar, voilà, ça coûte beaucoup moins cher. Mais alors, si on enlève l'énergie, eh bien là, ça se dégrade. Ça veut dire que le Made in France a du mal à se vendre. Il y a deux mauvaises nouvelles en 2014. Alors ça s'explique à chaque fois. Le blé, on vend moins de blé parce que le blé a été mauvais cette année, vous savez, à cause du. Et en plus, il est du coup, on le vendait moins cher. Pourri. Voilà. Et il y a un autre truc qui est inquiétant, c'est la pharmacie. Vous voyez, pharmacie. On est de moins en. La France, qui était un grand pays qui produisait des médicaments qu'on vendait dans le monde entier, à Dijon, etc. Ça ferme et de plus en plus, c'est délocalisé. Voilà. Et ce qui fait que, en fait, si on enlève l'énergie, et bien malheureusement notre balance commerciale se dégrade. Alors néanmoins, je vais terminer parce que j'ai repris tous les chiffres par un petit quiz. On va voir. Voilà. Ça y est, il est atteint par le virus. Pour voir, selon vous, quels sont les postes les plus excédentaires, là où nous sommes le plus compétitifs, ce que nous vendons le plus, le mieux à l'étranger. C'est quoi ? Le vin, c'est en numéro 2, bravo. Les armes, 12 milliards. Non, pas les armes. L'aéronautique numéro 1, 24 milliards d'excédents. Et vous en avez oublié un dernier. Les voitures ? Non, les voitures, on était en déficit. On était excédentaire. Les vêtements. Non, les vêtements. La France. Le luxe. Le luxe, voilà. Le cosmétique, etc. Numéro 3. Et là où nous sommes les plus nuls, là où nous sommes le plus dépendants de l'étranger, alors c'est facile, on vient d'en parler. Numéro 1. Le pétrole, voilà. Ouais. Et numéro, en même temps, voilà. Numéro 2, tout est assez facile. Vous en avez tous devant vous en ce moment. Ce sont les ordinateurs, etc. Et numéro 3, c'est vous en avez sur vous pour le coup. Les chemises. Les textiles. Et voilà. C'est bien, c'est didactique. De l'Écho, vous avez les points forts et les points faibles. Mais on retient bien. Oui. À la une de la télé ce soir, regardez la télé, l'équipe 21. Tiens, c'est la première fois que vous nous parlez de l'équipe 21. Eva Rock à 20h50, ça s'appelle Frères de sport. Oui, on connaissait Bichente Lizarazu, footballeur, Lizarazu, surfeur, commentateur aussi. Et puis depuis plus d'un an, il réalise en fait des documentaires pour la chaîne l'équipe 21 qui s'appelle Frères de sport. Et alors ce soir, on embarque à Rio avec lui. Alors à la découverte des sports martiaux qui sont très populaires là-bas. C'est le deuxième sport après le football, notamment le jiu-jitsu brésilien qu'il pratique. Il a été champion d'Europe en 2009 de ce sport-là et du fameux MMA. Est-ce que vous voyez ce que c'est que le MMA? Oui, c'est ça. J'en étais sûre, non? En anglais, c'est Mixed Martial Arts. Il part s'assurer à Rio, en fait, il a rajouté. Il est bizarre. Le Mixed Martial Arts, ou on appelle ça aussi le free fight, c'est le combat libre. Définition du sport en question par Lizarazu dans une interview de la semaine dernière. Le MMA, qui est composé de différents arts martiaux, avec une phase debout, où il faut exceller en boxe ou en boxe taille, une phase de transition et de projection, où il faut exceller en lutte, et puis une phase au sol, où il faut exceller en jiu-jitsu brésilien. Donc il faut être extrêmement complet. Moi j'ai vu ces athlètes, ils s'entraînent 6 à 7 heures par jour. Ouais. Ce sont des athlètes de haut niveau, ce ne sont pas des fous furieux, ce sont des sportifs. Voilà, c'est un mélange de boxe, de lutte qui est pratiqué dans une cage, où alors tous les coups sont presque permis, mais alors sont interdits les coups portés à la nuque, à la gorge, à la colonne et dans les parties génitales. Et vous n'avez pas le droit de mettre les doigts dans les yeux, dans le nez ou dans les oreilles de votre adversaire, et on ne mord pas. Nous on fait ça toutes les nuits avec
Thomas Soto. Hein. Vous allez voir, donc Lizarazu va mouiller le maillot en partant combattre avec les plus grands champions, qui sont parfois plus célèbres que des joueurs de baseball, notamment aux États-Unis. Et puis alors, ce documentaire, en fait, a une qualité, il porte un autre regard sur ce sport, c'est-à-dire que vous allez voir qu'ils sont quand même des sports de combat portés par une seule règle, le respect de l'adversaire. Voilà, ça s'appelle Frères de sport avec Bixente Lizarazu. C'est sur l'équipe 21 et c'est à 20h50 ce soir. Rideau sur le kiosque.